Bonsoir à tous, Françoise Lemaître. Je me permets de me présenter tout d'abord. J'ai eu un passé chez l'annonceur, en l'occurrence 18 ans dans le groupe Danone. J'ai commencé en fait en tant que commercial. Après, je suis passée dans les fonctions marketing, communication, CRM et digital. Et puis depuis 6 ans, je suis directrice conseil chez Native Communication. Alors Native Communication, c'est une agence de communication 360, une agence de créa, qui est pour autant fortement digitalisée. Native, ça veut dire natif du digital, justement. Donc à l'inverse des agences classiques, on va dire, entre guillemets, qui ont fait le pas de la communication vers le digital. Nous, à l'inverse, on est parti du digital et on est remonté sur des problématiques de communication plus globales. Donc, je suis contente de vous avoir aujourd'hui pour ce sujet ô combien ambitieux qui est les nouvelles formes de communication à l'ère du digital et de la mobilité. Je voulais simplement, en fait, rebrosser avec vous le tableau de la communication, quelques points importants pour moi, quelques points de contexte. En préambule, tout d'abord déjà que effectivement l'entreprise est confrontée à une communication de plus en plus complexe et aléatoire. Alors il est clair que pour cette entreprise, la diversité des supports, le fait qu'ils ont chacun leurs spécificités et qu'ils sont toujours en perpétuelle évolution est extrêmement déstabilisant. Il est vrai que l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises, c'est de trouver un débouché pour leur contenu sur les carrefours d'audience, et ça le sera encore plus demain. Et c'est vrai que pour une entreprise de se repérer dans des plateformes telles que Google, telles que Facebook, avec des formats comme j'ai assisté à une conférence ce matin très intéressante sur Google AMP ou sur des formats comme Facebook Instant Article, c'est toujours très très compliqué. Mais néanmoins, en fait, la plateformisation des médias, c'est un enjeu auquel les entreprises vont être confrontées et qu'il va falloir anticiper. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est une problématique qui touche énormément, on va dire, les annonceurs presse, mais ça va retomber en fait sur les annonceurs privés. Toujours est-il que nos entreprises sont confrontées à cette évolution de la communication et du côté des consommateurs, eh bien, il y a des liens qui se nouent, qui se dénouent, qui se renouent. On va dire que, entre guillemets, pour une entreprise, le fait d'avoir des consommateurs fidèles n'est plus aussi immuable qu'avant. Donc du coup, quand on parle de ces consommateurs, effectivement, ils sont de plus en plus à s'exprimer, ils ont des sources d'expression de plus en plus diverses et variées, et puis ils s'expriment haut et fort, surtout pour donner, en fait, en tout cas, indiquer les défections, et ils ont envie d'être considérés comme uniques dans la communication que leur adressent les entreprises. Ils sont extrêmement exigeants, en fait, sur la valeur ajoutée, en fait, du message qui leur est adressé. Donc, je voulais partager avec vous, pour moi, les 3 mutations majeures en fait pour la communication. Donc on voit qu'effectivement le numérique a multiplié les points de contact et qu'il y a des formats de plus en plus variés, on vient de l'évoquer, donc un vrai challenge dans la communication, dans la médiatisation en tout cas. Et puis il y a un nouveau rapport dans la communication, dans la consommation, pardon, avec des clients qui reprennent de plus en plus la main. Et troisième point, le fait que la maîtrise des données soit vraiment cruciale pour une entreprise pour se différencier vis-à-vis de ses concurrents dans sa communication. Donc on voit en fait que la communication a énormément de challenges et qu'il va falloir que ces évolutions deviennent des opportunités. Et que en fait, la communication doit redonner tout son sens à son métier. C'est extrêmement challengeant. Nous vivons une époque un peu, comment dirais-je, importante parce que communication abondante, on vient de l'évoquer au préalable avec cette variété des supports. Et du coup, une communication qui expose, on a tous en tête en fait les chiffres du fait qu'un individu soit soumis
entre 300 et 600 messages par jour. Donc on voit bien que la communication en fait, est exponentielle. Et pour autant, en fait, cet individu, il ne mémorise que 10 messages clés dans la journée. Donc clairement, autant dans l'émission des messages, en fait, les choses se sont développées de façon exponentielle, autant au niveau de l'individu, ses capacités de mémorisation sont toujours les mêmes. Donc du coup, on arrive à la conclusion que la communication est de plus en plus exigeante pour faire surface parmi ces 10 messages en fait, qu'il va mémoriser. Du coup, le constat qu'on fait néanmoins, nous, en tant qu'agence de communication, c'est qu'on est pour autant consulté sur des briefs qui sont de plus en plus compliqués. Alors, qui sont de plus en plus compliqués parce qu'on se trouve face à des marchés saturés, c'est-à-dire qu'en fait, en termes de communication, tout a déjà été dit. Donc, il n'est pas facile en fait, de trouver une voie en tant qu'annonceur aujourd'hui. Et nous, en fait, en termes d'agence de communication, de pouvoir trouver des concepts innovants. Il y a aussi en fait des cas de figure qui sont aussi très compliqués. C'est quand un annonceur vient nous voir et que le produit qu'il souhaite lancer, sur lequel il souhaite communiquer, n'a pas tellement en fait, de différenciation, de spécificité par rapport aux concurrents. Donc là, en gros, on se retrouve avec une situation où on n'a pas grand-chose à dire sur le produit, et ça arrive quand même relativement souvent. Et puis, il y a des contextes où, à l'inverse, on est muselé, c'est-à-dire que le produit opère dans un contexte réglementaire extrêmement limité, ou restrictif, pardon, et que du coup, en fait, on n'a pas la possibilité de dire grand-chose. Donc, en fait, mon point aujourd'hui, c'est de partager avec vous le fait qu'en tant qu'agence de communication, en tout cas chez Native, c'est le regard qu'on porte sur les choses, mais c'est de se dire qu'il faut qu'on remonte absolument dans ces contextes un peu délicats sur des problématiques marketing. Je viens de vous dire, moi, c'était mon premier métier. Je suis avant une femme de communication, une femme de marketing. Donc, face à une communication très exigeante comme on la vit aujourd'hui, il n'est pas possible, en fait, de délivrer un message qui soit à ce point-là anodin. Donc, on remonte, en fait, sur des problématiques marketing, c'est-à-dire qu'on réanalyse, nous, en tant qu'agence, et c'est ce qu'on appelle le planning stratégique, hein, mais on analyse le marché, on analyse, en fait, la concurrence, on analyse le produit, son positionnement, et on essaye de trouver des voies d'innovation. Donc, c'est l'innovation que, entre guillemets, les annonceurs n'arrivent pas à avoir dans leurs produits. On essaye de la réinsuffler dans la communication. Alors, du coup, c'est une autre façon de faire, hein, mais du coup, ça déstabilise quand même pas mal nos clients, entre guillemets. Alors, il y en a qui nous ont suivis, hein, vous allez voir, on a de très beaux exemples, mais c'est vrai que pour un annonceur, passer de la culture de développement produit à une démarche de service au travers d'une expérience client, ça ne s'improvise pas. Et je voulais partager en fait avec vous 2 exemples pour illustrer mon propos, pour vous montrer en fait quel a été le process de gestation justement sur ce genre de démarche et quels ont été les bénéfices marketing in fine pour ces annonceurs en fait qui nous ont suivis. Et ensuite, finalement, il faut quand même qu'on se parle des contraintes parce que ça ne va pas de soi. Entre guillemets, on est sur des routes qui sont beaucoup moins balisées que j'ai un produit qui me demande de lancer et je le fais avec un concept et une mise en œuvre en fait, classique en termes de communication. Donc, il y a des contraintes techniques et organisationnelles qui sont en fait à anticiper. Alors, le premier cas que je voulais partager avec vous, c'est celui du laboratoire Gallia. Alors, Gallia, en fait, c'est la marque de lait, c'est une des marques de lait du groupe Danone. C'est la marque de lait leader, en fait, du groupe Danone. C'est une marque, en fait, qui bénéficie d'une très bonne notoriété, d'un gros capital confiance, en fait, au niveau des pédiatres, parce que c'est une marque qui a une très belle caution scientifique, c'est la marque préférée des pédiatres. Et c'est aussi, par rapport aux mères, une marque qui a toute leur confiance, aussi la marque préférée des mères, sachant que la marque Gallia a toujours été une marque qui a travaillé sur, et c'est important pour la suite, sur le renforcement du lien que la mère pouvait avoir avec son bébé. Donc le fameux sacro-saint lien maman-bébé. Et du coup, c'est vrai que cette marque a toujours été appréciée, en tout cas par rapport à ça. Néanmoins, Gallia est lucide en fait sur sa fragilité. Sa fragilité, c'est d'avoir une cible extrêmement précaire.
À savoir que en fait, les mères s'intéressent à la marque quand elles sont en âge de donner, enfin quand le bébé est en âge de recevoir du lait infantile, mais vers 9-12 mois, un enfant, en fait, après, il consomme du lait classique. Donc du coup, la mère s'éloigne de la marque. Donc pour on va dire pour la marque Gallia, les bébés naissent et grandissent très très vite et c'est un perpétuel recommencement. Et la marque Gallia, elle a une deuxième difficulté, c'est qu'elle a un contexte réglementaire extrêmement restrictif. En l'occurrence, elle a interdiction en fait, de communiquer sur ses produits durant la grossesse et les 6 premiers mois du bébé. Alors, en fait, elles ont interdiction de parler à la cible quand elle est on va dire, quand elle est en process de prise de décision. Donc c'est pas facile. En fait, c'est pour protéger l'allaitement maternel, parce que l'allaitement maternel, c'est ce qu'il y a de meilleur pour les bébés, et donc la marque n'a pas à communiquer pour détourner les femmes qui souhaiteraient allaiter. Bon, maintenant, il est clair que du coup, Gallia est venu nous voir avec la question suivante, c'est qu'il voulait investiguer le territoire de la grossesse, forcément, pour créer un lien avec les mamans, faire de la préférence de marque, et que quand, en l'occurrence, quand elle serait confrontée au choix d'une marque de lait, elle puisse choisir Gallia. Alors... pas évident à la base. En plus, la grossesse, c'est une période qui est à la fois très positive parce que la maman a du temps et à la fois, donc elle essaye d'anticiper un maximum de décisions avant l'arrivée du bébé. Par contre, elle est extrêmement courtisée, cette maman. Donc, clairement, la maman, ça représente un jeune foyer, ça représente une surconsommation. Donc, on était confronté finalement à la concurrence des acteurs directs de la petite enfance, mais aussi en fait à des banques, à des assurances qui s'intéressent à ces jeunes ménages. Donc, quand la marque Gallia nous a dit on veut être présent à la grossesse, c'est clair que effectivement, il s'agissait bien évidemment d'arriver. On ne pouvait pas parler au nom des produits, donc il s'agissait d'arriver avec un service d'accompagnement conseil. Et on s'est dit, ces mamans, elles sont extrêmement mobiles. On va faire un service d'accompagnement mobile sur smartphone, une appli. Et là, à cette époque, je me suis prêtée à un petit test, juste pour voir. Quand j'ai tapé grossesse sur l'App Store, il y avait 61 résultats, 61 applis. Bon, on s'est dit, ça va pas être facile. Et néanmoins, en fait, c'était la voie de succès. C'était la voie de succès et on s'est dit, ben, on va continuer. Par contre, il faut qu'on excelle dans toutes les étapes. Et c'est ce qu'on s'est appliqué à faire, sachant que finalement, encore une fois, on s'est fait un bon benchmark de ce qui existait. Et on s'est rendu compte que bah, finalement, les applis, on avait beaucoup, mais qui n'étaient pas allés très très loin. Entre guillemets, moi j'ai été maman 3 fois. Et du coup, j'avais qu'une envie, on est revenu sur le fameux insight consommateur de la maman qui piaffe d'impatience de connaître son bébé, en l'occurrence, de savoir, il y a 9 mois d'attente, hein. Je vous apprends rien sur la gestation de la femme, mais en l'occurrence, il y a 9 mois où on se dit, mais qu'est-ce qu'il entend quand je parle ? Comment il bouge quand je bouge, quand je caresse mon ventre, qu'est-ce qu'il ressent? Et tout ça, en fait, aucune application n'avait réussi à le faire. Il faut savoir que c'était quand même assez poussé. Et la plus grande opportunité pour nous, ça a été d'intégrer, en fait, dès la phase de création, la technique. Et quand je suis partie dans mes délires de faire entendre à la maman comment le bébé entend sa voix dans le ventre, eh bien, on avait notre directeur technique avec nous, Victorien, qui est là et que je salue bien bas, parce que quand j'ai commencé à partir dans mes délires, il m'a regardé, il m'a dit c'est intéressant, on va creuser. Et c'est parce qu'il a creusé qu'on est arrivé en fait à un succès comme celui-là. Alors, je vous propose. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit de faire? Merde. On va y arriver. Au secours, au secours. La vidéo ne se lance pas. Ouais, je veux bien. Merci. Je vous propose en fait de découvrir l'appli Gallia en images. Ouais. Merci. Pardon.
Donc, je voulais revenir avec vous sur les facteurs clés de succès autour de cette appli. Tout d'abord, en fait, une qualification progressive, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on demande on demande un minimum de renseignements à l'inscription, et à chaque fois qu'on demande un renseignement à la maman, c'est avec la création de valeur, par exemple de dire est-ce que c'est une fille ou un garçon, pour configurer l'appli dans un mode rose ou bleu. Ce qui est intéressant aussi, et qui était innovant, c'était la timeline journalière. Il faut savoir que la maman nous donne la date présumée de son accouchement, et du coup elle reçoit en fait des publications tous les jours. Elle peut retourner en arrière, mais elle peut jamais aller en avant. Voilà, parce qu'en fait on vit avec elle cette grossesse. Et ce qui était intéressant aussi, c'était de pousser un service qui était présent chez Blédina, sur lequel on a capitalisé, qui est la fameuse Careline, où en fait vous aviez des téléconseillères, mais aussi une sage-femme qui était présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, en fait, nous, on l'a médiatisé à fond dans cette application. Bon, ce qui a eu comme incidence, on le verra ensemble, mais de démultiplier le trafic vis-à-vis de cette Careline. Ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on a intégré dans l'application la capacité de faire un film de grossesse. Donc clairement, la maman se prend en photo et du coup, on peut remonter ça pour annoncer sa grossesse, pour annoncer en fait son premier trimestre, la fin de son second, et même en fait faire son faire-part de naissance avec bien sûr à la fin le bébé en photo. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est ces fameuses expériences. 2 fois par mois, la maman pouvait réaliser des expériences. Donc, on en a vu certaines, mais en l'occurrence, celles que j'évoquais, elles ont réussi en fait à se mettre en place, à savoir que la maman peut enregistrer sa voix, et on lui restitue comme son bébé l'entend dans son ventre. Pour savoir quand elle bouge, comment le bébé bouge, on a exploité en fait la fonction gyro du smartphone. En fait, en l'occurrence, toutes les fonctions en fait du smartphone ont été poussées au maximum. Donc, on a aussi effectivement une petite beatbox pour faire sa berceuse personnalisée. Les autres enfants ou la maman peuvent laisser des messages et du coup, l'email revient 6 mois après dans la boîte mail. Enfin, c'est de belles expériences. Il faut savoir qu'en fait, c'est tout un contenu scientifique qui a été fait avec les médecins de l'hôpital Mère-Enfant à Lyon. Et donc ce contenu, c'est à la fois, il s'est retranscrit dans les expériences, qui n'ont pas valeur non plus, entre guillemets, de rendu scientifique, mais dont on a essayé au maximum de s'approcher. Et puis, effectivement, la maman reçoit aussi des conseils sur son développement, le développement de son bébé. Ce qui était innovant, c'était les contenus en curation. Du coup, c'est vrai que depuis, on a été un petit peu rattrapé, mais le fait d'aller sur la préparation du bébé, chercher le meilleur du web pour le resservir à la maman, pour lui dire quelles sont les dernières modes sur les prénoms, la déco, la mode, et puis les actualités qui peuvent la concerner, donc en l'occurrence les salons et autres pour la femme enceinte. Intéressant aussi la page Facebook. Il y a quasiment aujourd'hui 200 000 personnes, 200 000 fans sur cette page. Donc on a vraiment fédéré les mamans en marge de l'application, à côté de l'application, mais pour qu'elles puissent entre elles partager des expériences, ou alors aussi partager avec la fameuse, en l'occurrence c'était un homme, le fameux sage-femme. Donc le bilan qu'on dresse de cette appli Galia, c'est que c'est un franc succès. Effectivement, aujourd'hui, il y a 30% de la cible qui est recrutée avec cette application Galia, avec 94% de taux de satisfaction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 25% en fait, des femmes qui ont téléchargé cette appli qui viennent de façon quotidienne. Et il y en a 50% qui viennent de façon plus qu'hebdomadaire, en l'occurrence. Voilà. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'il y avait un gros challenge sur les enjeux techniques. Donc, c'est clair que le message que je voudrais faire passer, c'est que la technique fait partie intégrante, en l'occurrence en digital, du process d'innovation, et que ça nous a ouvert, on voit bien, des opportunités extraordinaires qui n'était peut-être pas le cas des autres applis, des fameuses 61 applis qui sont restées en fait dans une démarche peut-être d'innovation, mais pas forcément d'incubation technologique comme on a pu le faire. Et puis ce qui était aussi important, c'est la gestion de projet. Il faut savoir qu'en fait, on a porté chez Galia le projet de façon transversale,
Alors bien sûr, on avait des interlocuteurs au marketing et à la communication, mais on avait aussi le réglementaire, parce qu'il fallait tout contrôler ils voulaient valider en fait tout ce qu'on faisait, mais ça en l'occurrence dans la communication de Gallia, c'est toujours le cas. On a eu la DSI du groupe Danone, et alors vraiment le facteur clé de succès, c'est d'avoir un membre du CODIR quand vous êtes sur des projets comme ça, des process d'innovation qui du coup cassent les barrières entre les différentes directions. C'est important d'avoir comme porteur du projet un membre du comité de direction. Et en l'occurrence, c'était notre cas, c'était la directrice marketing. Et c'est cette fameuse personne, en fait, qui a pu dire tiens, effectivement, le service consommateur est en train d'exploser. Il va falloir qu'on recrute des téléconseillères, qu'au lieu d'une sage-femme, on en recrute une deuxième. Donc ça, c'est du budget. Et en fait, l'énorme opportunité, ça a été de se dire que finalement, c'était un investissement et qu'on mettrait peut-être un petit peu moins en médias. Et qu'il fallait quand même, c'était une des clés de réussite de cette appli qui allait la rendre du coup virale et on pouvait diminuer l'enveloppe média. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a des décloisonnements entre les différentes directions. Qui dit cloisonnement dit budget, enveloppe budgétaire un peu séparée. Donc il faut savoir que dans ce genre de communication innovante, on est confronté à ce genre de choses. Néanmoins, je voulais quand même vous dire que la communication et la médiatisation de cette appli est centrale. C'est clair qu'en fait, c'est aussi un des facteurs clés de succès majeurs. C'est toujours c'est un perpétuel recommencement pour Gallia. C'est une appli, ça coûte cher à maintenir, mais à la fois dans les coûts d'acquisition qu'ils ont, c'était à peu près les coûts d'acquisition qu'ils avaient, voire même un peu moins cher que certaines autres de leurs sources. Mais bon, c'est un point à prendre en compte. Donc, pour Gallia, donc on voit bien que l'exemple que je vous donnais, c'était quand on était dans des restrictions réglementaires qui, au niveau de la communication, étaient très limitatives. Et donc le service pouvait être une voie de salut. Ça a été aussi le cas pour Reventa. Alors Reventa, c'est une marque du groupe SEB. Reventa, en fait, c'est Calor en France. Et ça devient Reventa à l'international. Bon, il faut savoir que Reventa est venu nous voir avec une gamme de produits. Alors, il y en avait deux, un sèche-cheveux et puis une brosse chauffante. Il n'y avait pas particulièrement en fait, de spécificité sur ces produits par rapport aux concurrents. Et comme vous le voyez, on était confrontés néanmoins rien qu'à des monstres, Babyliss et L'Oréal. Et nous, en l'occurrence, Reventa n'est pas une marque, que ce soit Calor ou Reventa, encore une fois, spécialiste de la coiffure. Et dites-vous bien qu'en fait, Babyliss et L'Oréal avaient déjà fait tout ce qui était possible et imaginable comme contenu en digital, notamment en fait ces fameux tutos coiffure où L'Oréal avait fait des partenariats avec les coiffeurs les plus prestigieux, Babyliss avec les meilleures blogueuses. Bref, on s'est vraiment demandé en fait quelle était la voie pour nous. Eh bien, encore une fois, on est revenu sur ces fameuses, entre guillemets, problématiques marketing. C'est qu'on a refait vraiment le benchmark. Moi, je me suis prêtée, en fait, en tant que novice, parce que vu ma longueur de cheveux, je n'étais pas vraiment destinataire de ces fameux tutos. Mais on a regardé, en fait, en tant que vraiment que femme concernée, les tutos coiffure. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, les tutos coiffure avec des brillants coiffeurs, ils sont clairement inaccessibles. Enfin, moi, je suis une bille pour me coiffer. Ça crée une distance et du coup, tu te sens pas la capacité en fait d'arriver au même résultat qu'eux. Bon. Deuxième constat, c'est que quand c'est une blogueuse qui le fait, alors la blogueuse, elle est peut-être moins capée, mais alors la manière qu'elle a de produire finalement son tuto coiffure fait que au moment où c'est super intéressant, important de pas cafouiller, à savoir derrière la tête, tu ne vois rien et du coup tu comprends pas quel est le geste clé qu'il faut faire. Après, moi, on s'est prêté à l'agence à un petit micro-trottoir, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fonction de la longueur de cheveux, moi j'avais des filles qui me disaient « Ah non, mais cette coupe, mais t'imagines pas, je ne peux même pas la faire. Vu ma longueur de cheveux, moi je suis frisée, laisse tomber, c'est pas pour moi. » Donc en fait, les tutos n'étaient pas forcément adaptés pour chacune d'entre nous. Et puis, je suis désolée, mais la coiffure, c'est le premier élément d'un look.
Et c'est pas parce que votre blogueuse préférée décide de faire une coupe baby-doll que vous avez envie de la suivre forcément sur un look baby-doll. Donc, on s'est dit qu'il y avait une brèche, et c'est tant mieux, dans laquelle on s'est engouffré, à savoir de faire pour la première fois un service qui soit personnalisé et du coup accessible pour les femmes. Et donc, ça a donné en fait le module Style Me Up. Alors le module Style Me Up en 3 questions, à savoir quelle est votre longueur de cheveux, quel est votre type de cheveux et quel est votre look, à savoir le look c'est rock, disco fever, baby doll, etc. Eh bien vous avez une suggestion de coiffure. Donc voilà les fameuses 3 questions. Donc voilà après effectivement les différents looks qui vous étaient suggérés avec la coiffure en solution et notre fameuse fiche coiffure qui arrivait quand vous cliquez sur la coiffure. Cette fiche coiffure, elle a 4 gestes clés qui sont des petites mini-vidéos en fait, de 15 secondes. En fait, c'est les 4 gestes pour réussir votre coiffure et qui sont traités de façon très rapide. Donc, on voit que là, clairement, les femmes ont un outil qui est simple, qui est pédagogique. Toute l'intelligence en fait, de l'agence aussi résidait quand même à reboucler sur les produits. Et on voit bien en fait, que le produit vient en solution et comme accessoire indiscutable en fait, pour réaliser cette coiffure. Donc, dans cette démarche, on voit bien qu'il était... comment dire, complètement... enfin, on a essayé d'être innovant là où finalement tout avait déjà été fait. Et on voit clairement que dans ce service Style Me Up, on a essayé là encore d'exploiter toutes les failles des contenus existants pour un véritable succès là aussi, puisque 12 pays aujourd'hui dans le groupe SEB ont décidé d'implémenter ce module. Ce qui était intéressant, c'est la manière dont on a eu de le développer, c'est que en fait, ce module est extrêmement agile, il peut être encapsulable de partout, dans les sites de la marque, mais aussi chez les e-retailers. Il peut être encapsulable en native advertising. Donc vraiment, on a fait une boîte à outils extrêmement agile pour répondre à toutes les entre guillemets opportunités de communication autour de leurs produits pour la marque Reventa. Alors ce qui était challenging, ça a été de discuter et de faire passer l'idée à nos fameuses personnes du marketing qu'il ne fallait pas raisonner justement vis-à-vis de leur ligne produit. Aujourd'hui, en fait, ce module, il endosse 50 coiffures avec pratiquement toute la gamme en fait, Reventa, qui devient sponsor d'une ou plusieurs coiffures. Mais pour le coup, en fait, on a cassé les codes, c'est-à-dire qu'on leur a dit ne raisonnez plus budget pour une ligne de produits, mais mettez tous au pot pour un module qui vous permet de remonter sur des problématiques coiffure et non plus de dispenser en fait un contenu produit qui, entre guillemets, ne va intéresser personne puisque votre produit, il n'est pas porteur d'une innovation majeure. Bon, j'espère qu'il n'y a personne du groupe SEB dans la classe. Enfin, le discours n'a pas été aussi violent, mais en l'occurrence, en fait, l'idée, c'était ça, c'était de dire... clairement, mettez de l'argent et ensemble, on va pouvoir trouver un service qui sera une voie de salut pour l'ensemble des produits de la marque Reventa. Là aussi, en fait, la technologie était indispensable parce qu'on a fait un module qui soit internationalisable. On voit bien, en fait, la problématique du groupe SEB, c'est d'avoir des contenus le plus en synergie possible et de faire des économies de coûts. Donc, le module qui a été fait pour la France, encore une fois, devait être en capacité de pouvoir exister dans 12 autres pays. Et puis, il fallait qu'en fait, les pays aient la main, chacun de leur côté, pour réactualiser ce contenu, parce qu'il est hors de question, en fait, de repasser par l'agence pour pouvoir maintenir son contenu. Voilà. Donc... je vous ai cité en fait ces 2 exemples qui sont en fait des vrais success stories. Néanmoins, en fait, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est que ça n'enlève, enfin, faut pas du tout enlever la difficulté de l'exercice.
et que j'ai même envie de mettre un warning assez important sur le fait que dans ces cas-là, on a eu effectivement énormément de succès. Maintenant, je voulais partager justement, faire un retour d'expérience avec vous sur Olivier Godard, qui donnait une conférence récemment à laquelle j'ai assisté et qui expliquait en fait que du coup, lui, pour innover, en fait, c'est le directeur du e-commerce et qui est en charge en fait de la digitalisation de Darty, et qui lance en fait des innovations services tous les jours. Il disait qu'en fait, il faisait vraiment profil bas parce que il n'était pas évident pour lui. Il avait lâché prise totalement sur le fait de faire des services comme nous, on a essayé de faire en incubation totale. Et pour lui, c'était extrêmement risqué. Donc sa tactique, c'était de faire du test and learn en magasin avec une méthode agile. Et du coup, il se disait, hein, moi, j'arrête de croire, je ne fais plus que ça, parce qu'il y a eu des services auxquels j'ai cru et qui se sont totalement plantés. Et à l'inverse, des trucs, je n'aurais pas mis un centime dessus et qui ont été des vrais succès. En l'occurrence, il nous citait l'exemple de la communauté d'entraide, qui est en fait la capacité pour un acheteur d'un nouveau produit de pouvoir contacter un acheteur préalable de ce même produit et de pouvoir échanger en fait des informations là-dessus. Et du coup, ça a un véritable succès alors que lui n'y avait pas cru. Il nous a dit que la borne tactile a été un échec total alors qu'en fait, il pensait que ce serait un boulevard. Et puis, il y a le fameux bouton Darty où là, ils sont plus à se dire que c'est un coup de com' et que c'est le digne descendant du contrat de confiance Darty. Mais pour le moment, en fait, ça ne fait pas non plus un business énorme. Mais en fait, je voulais partager ce retour d'expérience avec vous. C'est que la réflexion que je me fais, c'est qui on est, nous, agences de communication, pour qu'on nous remette en fait dans nos mains finalement le destin entre guillemets publicitaire d'une marque et d'un produit. C'est une énorme responsabilité. Je pense qu'on n'a effectivement pas la science infuse, on le voyait au préalable, hein, mais la communication devient de plus en plus exigeante. Elle exige en fait de la création de valeur. Et je me dis qu'il y a des choses à imaginer, et notamment en fait une collaboration entre annonceurs et agences en co-création, parce que, encore une fois, une agence en fait est missionnée sur une marque et sur une réflexion en communication 3 semaines, 1 mois. Vous vous rendez compte qu'en 3 semaines, 1 mois, on nous demande d'intégrer, j'ai été chez l'annonceur avant, hein, mais on nous demande je sais toute cette richesse en fait que détient l'annonceur, que n'a pas l'agence. L'agence, dans la réflexion, elle est intéressante parce qu'elle arrive en spécialiste de la communication, elle arrive en troublion, entre guillemets, parce qu'elle va jeter un regard un peu différent, neuf sur les choses. Mais concrètement, les patrons du produit, de la marque, de toute l'histoire, et en même temps, en plus, il y a énormément en fait, d'idées dans les entreprises. Tout ça, en fait, on ne l'utilise pas aujourd'hui à sa juste valeur en fait en communication. Donc mon point, c'est de dire, dans cette conférence, on se dit les nouvelles façons d'innover à l'ère du digital et de la mobilité. J'espère ne pas vous décevoir en vous disant que finalement, moi, j'aimerais qu'on trouve d'autres manières de travailler. Pour moi, innover demain, c'est travailler différemment la communication. Et j'irai plus loin, c'est de dire en fait pourquoi est-ce que, comme on l'a vu, hein, on n'organiserait pas en fait les premiers hackathons de la communication. Les hackathons, en fait, qui sont, on va dire, ces challenges au départ de développeurs à qui, voilà, on missionnait un week-end et c'était le premier qui gagnait, qui développait, etc. Je me dis, en fait, ça a l'intérêt d'être dans un process d'innovation qui est extrêmement concentré dans le temps et qui est très collaboratif. Et honnêtement, hein, pour la communication de demain en digital, moi j'irais bien piocher quelques personnes en fait chez l'annonceur, et pas seulement des directions de la communication et du marketing, mais d'autres directions. En l'occurrence, ce serait à l'annonceur de dire quels seraient les profils qui pourraient être intéressants et puis qui sont tournés justement vers ce genre de réflexion. Je pense qu'il faut être un minimum volontaire par rapport à cette réflexion. On prendrait des profils en agence, bien évidemment, il y a des directeurs conseils, il y a de la créa, mais moi j'irais chercher en fait, et on intégrerait forcément des gens de la technique.
Et puis, on irait chercher des profils qui nous paraîtraient importants par rapport à la réflexion, et surtout par rapport au premier point qui était ces fameuses évolutions des supports et des contenus de communication, on travaillerait en co-création avec l'agence média. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde continue à travailler en silo. L'annonceur fait son brief, l'agence de créa réfléchit. Alors on essaye effectivement d'intégrer très vite. Alors nous, on intègre effectivement dans la réflexion déjà la technique, et l'agence média, on l'intègre très rapidement par la suite. Mais elle n'est pas là à la genèse de l'idée. Et je pense que l'avenir, en fait, c'est ça. L'avenir pour faire des communications performantes, qui soient à la hauteur de l'exigence que demande le marché pour émerger, c'est ça, c'est de travailler tous ensemble dans une co-création multidisciplinaire qui permette en fait d'amener la marque, le produit à bon port, en l'occurrence pour rencontrer sa cible. Voilà ce que je voulais partager avec vous, sachant que en fait, il y a des marques qui s'y sont déjà prêtées, mais à mon sens, il n'y a pas encore eu de hackathon de la com. Il y a eu en fait des hackathons pour digitaliser des entreprises. Il y a eu des hackathons pour, on le voit, comme Carrefour, BNP Paribas qui en est déjà à sa 2e session. Il y a Leroy Merlin, il y a Orange, il y a SNCF. Enfin, ces gens-là en fait se sont servis en fait de ce fonctionnement pour générer des process d'innovation dans l'entreprise, mais pas encore sur la communication. Et je trouve vraiment dommage que justement on ne s'y intéresse pas. Et le temps et l'investissement en fait, que les gens vont pouvoir passer dans ce genre de réflexion, parce que, encore une fois, le hackathon, il a l'intérêt d'être concis dans le temps. Mais l'investissement temps, il sera largement récompensé par le succès en fait, de la communication ultérieure. Voilà. Le point de ma réflexion, je suis ouverte à toutes vos questions, sachant que si vous avez des questions, on va dire, purement techniques, Victorien se permettra de répondre à ma place. Il sera mieux placé que moi. Mais j'espère que ça a éveillé en vous en tout cas des idées. Nous, n'hésitez pas. Vous serez les bienvenus si vous voulez en fait initier ce genre de choses avec Native. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous retrouverez en fait tous les cas, en l'occurrence les 2 cas que je vous ai présentés sur le site de Native, Communication, et je suis à votre disposition pour échanger.